Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons visiter les jardins du Luxembourg. Alors préparez-vous, les prochaines histoires vont probablement beaucoup vous surprendre. Terra incognita. Explorer ce que peu osent découvrir. Ce jardin, derrière moi, est l'un des plus beaux de Paris. Des enfants y font voguer leurs bateaux sur le bassin. Des étudiants lisent sous les marronniers. Mais si je vous dis qu'avant d'être tout cela, ce lieu était connu dans tout Paris comme le repère du diable, que la reine qui l'a construit a été bannie par son propre fils, que pendant 4 ans, les nazis y ont creusé des galeries souterraines secrètes, et qu'elles existent encore aujourd'hui, juste sous vos pieds. Bienvenue au Jardin du Luxembourg. Tout commence bien avant la construction du jardin. On est au Xe siècle, à l'emplacement exact de ce parc où se dresse un château, la résidence du roi Robert le Pieux. Comme son nom l'indique, il était pieux. Ou pas vraiment. À vrai dire, sa vie privée était plutôt désastreuse. Il répudie son épouse légitime pour épouser sa cousine Berthe, encore une Berthe, de Bourgogne. Le pape l'excommunie, bien évidemment. Et quand il meurt en 1031, son château est abandonné. Mais vous vous en doutez, personne ne veut le récupérer. Et oui, ils étaient de nature superstitieuse. La demeure d'un roi maudit, c'est hors de question. Les ruines deviennent rapidement le repère des brigands et des marginaux. Et les rumeurs commencent à circuler, et elles vont bon train. On dit avoir vu des monstres mi-hommes, mi-serpents, une créature verte avec une longue barbe et un trident, le diable lui-même, qui hanterait les ruines. Nul n'ose s'y aventurer, pas même la maréchaussée, c'est-à-dire la police de l'époque. C'est ainsi que ce lieu prend le nom de Vauvert. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Du latin valis viridis, le val vert, et que naît bien sûr l'expression dont j'étais en train de vous parler. Les Français l'utilisent encore aujourd'hui, aller au diable Vauvert, c'est-à-dire se rendre dans un endroit lointain, très lointain et dangereux, dont on risque certainement de ne pas revenir. Voilà. Bien sûr, son histoire va quand même changer, vous vous en doutez. En 1257, le roi Saint-Louis décide d'agir. Il cède les ruines aux moines chartreux et réputés pour leur discipline et leur piété. Dès lors, l'installation, étrangement, les apparitions cessent. Le diable n'a pas résisté aux chartreux. Ces moines vont rester là pendant plus de 5 siècles. Cultivant leurs célèbres pépinières, leurs arbres fruitiers seront connus dans toute l'Europe. Et c'est sur ce territoire que des siècles plus tard, une reine florentine va tout transformer. Nous sommes en 1610, Henri IV, roi de France, vient d'être assassiné rue de la Ferronnière à Paris. Sa veuve, Marie de Médicis, 37 ans, devient régente du royaume au nom de son fils Louis XIII, qui n'a que 8 ans à ce moment-là. Marie est italienne, née à Florence, elle se sent à l'étroit au Louvre, elle veut quelque chose qui lui rappelle son enfance, les jardins de Boboli, le palais Pitti, la douceur toscane. En 1612, elle achète donc, vous vous en doutez, le domaine du duc de Luxembourg, pour la maudite somme de 93 000 livres. Elle commande un palais inspiré du Palazzo Pitti, confie les plans de l'architecte Salomon de Brosse, et fait construire l'une des plus belles demeures de Paris. Mais sa vie n'est pas tranquille. Son fils Louis XIII grandit et leur relation devient de plus en plus tendue. Richelieu, le tout-puissant cardinal, se mit fidèle. En 1631, l'année même où le palais est enfin terminé, Louis XIII exile sa propre mère. Elle ne reviendra jamais à Paris. Elle mourra à Cologne en 1642, seule, loin de la France et du palais qu'elle a mis 20 ans à construire. Tragique, non? Elle a tout imaginé, tout financé, tout construit, elle n'en a presque jamais profité. Mais elle nous a laissé quelque chose d'extraordinaire, la fontaine Médicis, qu'on ne peut pas louper, construite vers 1630 et qui est directement inspirée des fontaines de son enfance florentine. Aujourd'hui encore, si vous vous promenez dans cette allée ombragée, vous pouvez comprendre ce que Marie recherchait, retrouver un morceau de Florence au cœur de Paris.
Un siècle et demi plus tard, en 1793, ce palais de rêve devient l'un des endroits les plus sinistres de Paris. La Révolution est en marche, la terreur bat son plein, les prisons sont pleines à craquer et le palais du Luxembourg est réquisitionné. Décidément, il est transformé en prison. Près de 800 personnes y sont détenues, c'est quand même pas rien. Un tiers d'entre elles, d'ailleurs, sont guillotinées. Parmi les prisonniers, nous avons Georges Danton, l'un des pères de la Révolution. Nous avons Camille Desmoulins, le journaliste qui avait enflammé le peuple de Paris 4 ans plus tôt. Et un autre prisonnier célèbre, le peintre Jacques-Louis David. Il avait aussi réussi à conserver ses pinceaux et ses toiles, d'ailleurs pendant son incarcération. Et depuis la fenêtre de sa cellule, il a peint le seul paysage de toute sa carrière. Une vue du jardin du Luxembourg. Plus vite pour le Reich! Oui, on creuse! Et puis, il y a l'histoire que très peu connaissent. Le 28 septembre 1940, 3 mois après l'entrée des Allemands dans Paris, le palais du Luxembourg est réquisitionné. L'armée de l'air allemande s'y installe pour tout le front de l'Ouest. Environ 1500 soldats. Le Feldmaréchal Sperle, qui commande les opérations, loge dans l'hôtel de la présidence juste à côté. Le président du Sénat envoie une lettre de protestation au maréchal Pétain, dénonçant, je cite, la désinvolture avec laquelle cette prise de possession a été opérée. C'est vrai que c'est quand même assez dingue. Dans le jardin, une grande partie des allées est interdite au public. Les Allemands y garent leurs véhicules militaires. 7 nids de mitrailleuses sont installés autour du palais. Une trentaine de blindés sont positionnés dans le jardin. On change de décor. Et fin 1943, ils commencent à creuser. À 14 mètres sous terre, sous le jardin même, ils construisent un bunker souterrain colossal. Une grande galerie principale reliée à 10 galeries perpendiculaires. Un réseau qui connecte le palais, le lycée Montaigne voisin et les anciennes carrières de Paris. Le 25 août 1944, jour de la libération de Paris, les chars de la 2e division blindée forcent les grilles du jardin. Des combats violents éclatent. Le lendemain, on découvre dans le jardin une fosse commune. 7 résistants, 3 gardiens de la paix et 4 membres des FFI avaient été arrêtés par les Allemands, torturés et fusillés ici même dans ce jardin. Une stèle d'ailleurs commémorative marque encore aujourd'hui l'emplacement de cette fosse. Le bunker, lui, si vous vous posez la question, existe bel et bien, rebaptisé Abri Médicis. Il sert aujourd'hui d'atelier et de lieu de stockage pour les jardiniers, techniciens du Sénat. Sous les pelouses où jouent les enfants se cachent toujours les galeries de la guerre. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez ici, regardez différemment. Sous vos pieds, les galeries d'un bunker nazi. Devant vous, le palais d'une reine florentine morte en exil. Et quelque part, dans la mémoire de ce lieu, le diable de Vauvert, les cris de la terreur et les 7 fusillés du 19 août 1944. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, je vous en prie, likez et dites-moi en commentaire ce que vous a le plus surpris, quelle histoire vous a le plus parlé. Abonnez-vous et dites-moi le prochain lieu que vous aimeriez que je visite.